Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Jeudi 28 mars sera la journée mondiale de l'endométriose, qui est une affection gynécologique fréquente et complexe. Je reçois le docteur Chantal Melon-Ganis, gynécologue, pour nous éclairer sur cette maladie qui peut malheureusement altérer le quotidien de certaines d'entre nous. Bonjour docteur. Bonjour Rebecca, merci de m'accueillir. Merci encore d'avoir accepté d'intervenir dans mon émission. Alors pour commencer, comment se définit cette pathologie ? Alors l'endométriose est une pathologie gynécologique principalement qui se traduit par la présence de cellules de la muqueuse utérine sur d'autres organes, les ovaires, les ligaments entre l'utérus et les ovaires, entre l'utérus et le sacrum, mais aussi la cloison entre le rectum et le vagin, le rectum, parfois la vessie et parfois même jusqu'au poumon. Et l'inconvénient, c'est les symptômes dont on va reparler sûrement, le retentissement sur le quotidien des patientes, comme vous l'avez dit. Et ça, il n'y a qu'un mot, on parle toujours d'endométriose, mais il y a beaucoup de façons d'en souffrir. Le point commun, c'est d'en souffrir. Alors, qu'est-ce que l'adénomiose ? Quelle est la différence entre les deux, endométriose et adénomiose ? L'adénomiose, c'est l'infiltration des cellules de la muqueuse utérine dans le muscle utérin lui-même. C'est ça l'adénomiose. Jadis, on appelait ça l'endométriose interne. Et ça se traduit par des douleurs et des saignements. Voilà. Quel est le pourcentage moyen de femmes atteintes d'endométriose en France ? Avez-vous une idée du pourcentage de femmes atteintes d'endométriose dans le monde ? Parce que j'imagine qu'il est difficile d'être précis par manque de diagnostic dans les pays sous-développés. Et nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur le diagnostic. Alors, en France, on évalue à 10% le nombre de femmes atteintes. J'avoue que dans les autres pays, j'ai pas trouvé de statistiques précises. Je sais seulement que certains pays ont une politique de santé publique plus ou moins orientée. Par exemple, l'Australie consacre un budget conséquent à la recherche sur l'endométriose et à la sensibilisation du personnel soignant pour la prise en charge. Quel est l'âge moyen de survenue de cette pathologie ? Alors, ça ne peut démarrer qu'après la survenue des règles. C'est diagnostiqué principalement entre 25 et 35 ans, mais ça peut survenir dès 14 ans. Comment se manifeste cette maladie ? Alors, c'est principalement des douleurs et des symptômes qui sont concomitants des règles. Donc, douleurs pelviennes pendant les règles, douleurs de la vessie pendant les règles, douleurs à la selle pendant les règles, par exemple, saignements intermittents en dehors des règles, et aussi fortes douleurs pendant les rapports. Principalement, surtout à la période autour de l'ovulation et avant les règles. Mais certaines femmes souffrent tout au long de leur cycle. Il y a aussi une autre manifestation qui est la neuropathie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des perturbations dans les circuits de la douleur qui expliquent que parfois même des femmes traitées pour endométriose qui n'ont plus de lésions peuvent avoir encore des douleurs résiduelles. Et il y a un travail à faire avec les algologues à ce sujet-là. Est-ce que l'endométriose peut donc impacter la fertilité des femmes ? Alors oui, c'est un moment de diagnostic, la consultation pour infertilité, parce que l'adénomiose, par exemple, peut gêner l'implantation d'une grossesse, parce que l'inflammation qui accompagne l'endométriose peut entraîner des adhérences, en elle-même est un facteur d'infertilité, et il y a aussi des dysfonctionnements immunitaires locaux. Et enfin, il est évident que si une femme a mal au moment de l'ovulation, elle va pas tellement avoir envie d'avoir des rapports. Et donc, il y a peu de rapports pendant la période féconde. Et donc, quelles sont les causes responsables de l'endométriose ? Alors, la théorie la plus communément retenue, c'est que lors des règles, il y a un reflux du sang des règles par les trompes et les cellules de la muqueuse utérine se retrouvent à coloniser les espaces extérieurs autour de l'utérus, des trompes, de l'ovaire et dans le petit bassin sur le péritoine. Cependant, 90% des femmes ont ce type de reflux et seulement entre guillemets 10% sont atteintes d'endométriose. Donc il y a une autre hypothèse qu'il faut approfondir, qui serait qu'il y a des cellules du péritoine qui directement se transforment en cellules endométriosiques. Le péritoine, c'est la membrane qui tapisse tout le petit bassin et les organes qui sont contenus dedans. Et donc sur quoi repose le diagnostic ? Alors,
j'ai oublié quelque chose, c'est que on pense connaître le mécanisme de survenue de l'endométriose, mais on n'explique toujours pas bien pourquoi il y a de l'endométriose. Et donc on pense qu'il y a des facteurs héréditaires, puisqu'il y a des familles où les femmes ont de l'endométriose. On pense que vraisemblablement il y a des facteurs environnementaux, principalement les perturbateurs endocriniens, puisque c'est une pathologie qui est œstrogéno-dépendante. Et on évoque aussi la possibilité de l'impact du microbiote. Les personnes qui ont des dysbioses, colite, colopathie fonctionnelle, etc., sont plus susceptibles d'avoir de l'endométriose que les autres. Il y a une association de pathologies significatives. Donc, le diagnostic. Le diagnostic, il se fait devant le tableau de douleur, par l'examen gynécologique qui doit être vraiment doux parce que ça peut être extrêmement douloureux, par l'échographie endovaginale et par l'IRM pelvienne, c'est le trépied de diagnostic de base, en sachant qu'il faut quand même que l'écho comme l'IRM soit faite par des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans pour pouvoir voir des petites lésions, parce que les phénomènes douloureux ne sont pas proportionnels à la lésion, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir d'énormes douleurs avec de toutes petites lésions, et d'autres personnes ont des lésions assez étendues sans forte douleur. Et c'est ça qui peut rendre le diagnostic difficile. Ensuite, il y a, lorsqu'on suspecte vraiment, d'après les symptômes, de l'endométriose et que les autres examens n'ont pas été concluants, on peut se retrouver à faire une cœlioscopie pour faire le diagnostic et pour éliminer aussi d'autres causes. Et récemment, enfin ça fait 2 ans à peu près, a été mis au point un test salivaire qui s'appelle EndoTest, qui a été mis au point à Lyon, c'est français. C'est des dosages de micro-ARN dans la salive, analysé par intelligence artificielle, parce qu'il y a tellement de micro-ARN que pour pouvoir trouver des choses significatives, il faut une intelligence hyper rapide. Pas hyper intelligente, mais hyper rapide. Et donc, ce test a l'air d'être prometteur. Et en ce moment, la HAS est en train, l'ARS, je ne sais plus, les hautes autorités sont en train de réfléchir à la prise en charge éventuelle, dans certains cas, de ce test, qui est très spécialisé et coûteux. Voilà. Alors, quelle est la prise en charge thérapeutique de l'endométriose ? Alors, la prise en charge, elle va reposer déjà beaucoup sur un dialogue entre le médecin et la patiente. Parce que suivant la demande de la patiente, il va être orienté différemment. J'ai oublié de dire que parfois, la patiente a des lésions d'endométriose qui ne sont pas symptomatiques, qui vont être découvertes lors d'une intervention pour autre chose. Appendicite, et puis on trouve un peu d'endométriose sur l'appendice et un peu d'endométriose à côté. Mais il n'y avait pas de douleur pendant les règles, par exemple. Donc ça, c'était une parenthèse. La prise en charge, donc, il s'agit de savoir quel est le souhait de la patiente à ce moment-là, quelle est sa demande. Est-ce que c'est qu'elle a très mal? Est-ce qu'elle veut un enfant maintenant? Est-ce qu'elle voudra un enfant dans l'avenir? Ensuite, il s'agit de savoir à quel point ça impacte son quotidien. Il y a des personnes qui restent couchées pendant leurs règles parce que les douleurs sont très intenses. En plus, souffrir sans arrêt peut donner une énorme fatigue parce que vous luttez contre la douleur pour continuer à aller de l'avant, à faire tout ce que vous avez à faire. Et puis à la longue aussi, ne pas être écouté ou ne pas être prise au sérieux, ça peut entraîner de l'anxiété et des syndromes dépressifs. Donc la prise en charge, elle va être holistique. C'est-à-dire que, suivant les cas, on va plutôt traiter la douleur. Donc là, ça va être de l'ordre des médicaments, notamment le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vais revenir dessus. Et sinon, ça va être blocage des règles si la patiente ne souhaite pas de grossesse immédiatement. On traite la douleur et on bloque les règles, soit avec des pilules œstroprogestatives monophasiques, soit avec des micropilules progestatives, soit avec un progestatif particulier qui s'appelle le Dienogest, soit enfin par des injections d'agonistes du LHRH. Agonistes du LHRH, c'est des injections qui bloquent pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, suivant les protocoles. Si la patiente désire un enfant rapidement, dans ce cas-là, on complète le bilan d'infertilité, on vérifie s'il n'y a pas d'autre cause d'infertilité et que c'est nécessaire, on l'opère et on lui laisse 6 mois pour essayer d'avoir un bébé. S'il y a d'autres causes d'infertilité, ça va être ou chirurgie puis fécondation in vitro, ou fécondation in vitro
puis chirurgie. Ça dépend. C'est pour ça que une fois que le bilan est bien fait au niveau de la patiente, à la fois de sa demande et de où est l'endométriose, c'est à une équipe spécialisée de praticiens qui se réunissent en réunion de concertation pluridisciplinaire de façon régulière. Alors il y a des chirurgiens gynécologues, des gynécologues de PMA, des urologues, des gastroentérologues, parce que parfois on peut être obligé d'opérer le côlon et de mettre une poche de colostomie, des algologues, des radiologues spécialisés, des psychologues. Il y a vraiment toute une équipe qui est en principe référente et formée dans l'endométriose. Donc dans toutes les villes, il y a au moins une équipe, ici il y en a plusieurs. Et donc le dossier de la patiente passe en réunion et suivant sa demande et ce qui est requis, chacun va intervenir à son niveau. Dans la prise en charge, il peut y avoir aussi, pour les femmes qui ne désirent pas d'enfants immédiatement, la préservation ovocitaire. Donc ça aussi fait l'objet de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et en tout cas, les chirurgiens qui opèrent l'endométriose sont aussi des chirurgiens sensibilisés à la PMA. Parce que parfois, des gestes ont pu être faits par le passé par des chirurgiens qui n'étaient pas très sensibilisés et qui ont enlevé, par exemple, un trop gros morceau de l'ovaire tout en enlevant un kyste qui devait être enlevé. Et ensuite, il y a eu des conséquences sur la fertilité de la patiente. Donc l'endométriose, c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est très variable dans son expression et du coup, la prise en charge doit être très, très adaptée, sur mesure en somme. Et puis après, il y a toutes les mesures d'accompagnement parce que même si ça ne guérit pas l'endométriose, la prise en charge de la douleur par des méthodes alternatives, complémentaires on dira, par exemple l'ostéopathie, la phytothérapie, la sophrologie, la méditation de pleine conscience, l'homéopathie, l'acupuncture, il y a tout un faisceau de choses. J'ai parlé de psychologue, il est évident que quelqu'un qui souffre sans arrêt et qui pendant longtemps a été maltraité parce qu'on négligeait sa douleur, peut avoir besoin de psychothérapie et en retirer beaucoup de bénéfices. Je ne dis pas que la psychothérapie est indiquée par une structure psychique spéciale de la patiente. Je dis que quand on souffre beaucoup, à la longue, c'est normal d'avoir un retentissement psychique. Merci. Alors, je vais faire un point là sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Ce sont des médicaments qui permettent de réduire ou de supprimer les symptômes liés à un phénomène inflammatoire. Certains sont disponibles sans ordonnance. Les AINS ne sont cependant pas sans risque et peuvent avoir des effets secondaires. Déjà, il a noté qu'ils doivent toujours être pris en mangeant. Ils sont à éviter chez les enfants âgés de moins de 15 ans, sauf si la notice de médicament mentionne clairement qu'il peut être utilisé chez l'enfant et dans quelles conditions. Les personnes âgées de plus de 65 ans et les femmes qui allaitent. La prise d'AINS est contre-indiquée chez la femme enceinte et ce, tout au long de la grossesse. En cas d'antécédent connu d'allergie aux AINS, même s'il ne s'agit pas de la même molécule, en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum et de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin telles que maladie de Crohn, rectocolique hémorragique. En cas de problème hémorragique, notamment des troubles de la coagulation, il existe également une interaction médicamenteuse entre AINS et anticoagulants où le temps de coagulation peut être excessivement allongé et entraîner un risque hémorragique. En cas d'insuffisance hépatique, de maladie rénale chronique, d'insuffisance cardiaque, d'asthme déclenché par un AINS, même s'il ne s'agit pas de la même molécule, et en cas de varicelle en raison du risque de complications cutanées infectieuses graves. En effet, si votre enfant a la varicelle, ne donnez jamais d'Advil. Il est également à noter que les AINS ont une action inhibitrice sur des hormones, les prostaglandines, qui interviennent dans plusieurs étapes de la reproduction et notamment dans l'ovulation, le transport de l'ovule et son implantation. En conclusion, les AINS perturbent l'ovulation. Merci beaucoup, docteur Melone-Galis, pour votre intervention. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer cette émission ? Alors je dirais que c'est donc une pathologie fréquente, une pathologie qui est très variable d'une femme à l'autre puisque même certaines ne sont ni infertiles ni douloureuses et que la prise en charge doit être effectuée par des praticiens spécialisés qui connaissent bien l'endométriose et qu'il y a de nombreuses associations de soutien et assez militantes et qui ont servi au bon diagnostic et à la meilleure connaissance de la pathologie. Est-ce que vous avez des sites à communiquer ? Oui, alors le mieux sera peut-être que je vous les donne en
médicament à part Je l'ai parce que c'est compliqué, c'est très long. C'est toujours endo point quelque chose, mais c'est assez long. Donc, pour pas faire d'erreur, je préfère les donner par écrit. Je vous les communiquerai. Puis, je dirais aussi qu'il faut une vie relativement saine, une nourriture saine si on soupçonne une dysbiose, et si c'est possible, l'éviction des perturbateurs endocriniens pour favoriser la guérison de l'endométriose. Merci beaucoup. Pour compléter cette émission, je reçois Gladys Bergeron, herboriste à la pharmacie du Père Blaise, pour recueillir ses recommandations en phytothérapie afin de soulager les douleurs d'endométriose. Elle nous fera également part de ses conseils en hygiène de vie pour soulager le quotidien de celles qui souffrent de cette maladie. Bonjour Gladys. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et d'intervenir sur le plateau de Radio JM pour l'endométriose. Alors, je vous laisse la parole. Merci à vous. Donc l'herboristerie du Père Blaise, qui est une pharmacie et qui se situe dans le 1er arrondissement, accompagne les femmes qui souffrent d'endométriose en lien avec le gynécologue. Et pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de vous énoncer quelques plantes, quelques solutions pour soulager les femmes qui souffrent d'endométriose, les symptômes et vous accompagner au quotidien. Merci. Alors, premièrement, nous avons une plante qui aide à augmenter le taux de progestérone, qui s'appelle le YAM, qu'on conseille en gélule, et qui va permettre d'augmenter grâce à l'huile de bourrache le dosage de progestérone. Voilà. Donc en fait, le YAM transforme les oméga-6 présents dans l'huile de bourrache en progestérone. Donc c'est des gélules, c'est ça ? Ce sont des gélules et on conseille de prendre une gélule 2 fois par jour, au moins pendant 2-3 mois pour voir l'amélioration de la femme. Et au cours du repas Au cours du repas. Ok. Deuxièmement, il existe l'achille millefeuille que l'on conseille en gélule pour que ça soit bien concentré en principe actif. Et l'achille millefeuille va aider aussi à améliorer les symptômes. Donc on conseille une gélule 3 fois par jour durant les jours du cycle pour améliorer les spasmes, l'inflammation de vous les femmes. Donc du coup, on le prend vraiment tout le cycle, c'est-à-dire pendant tout 1 mois, 2 mois, 3 mois Durant les périodes de cycle, on peut le faire pendant 6 mois. De toute façon, ce qui est bien, quand même, c'est conseillé de faire un point toujours avec le gynécologue, le pharmacien de l'herboristerie, afin de faire un suivi mois par mois et d'évoluer au niveau du protocole, de l'améliorer. Okay. Et donc, au cours du repas Au cours du repas aussi. Oui. Donc, les premières YAM, ça, c'est pour augmenter le taux de progestérone. Exactement. L'achille millefeuille, ça, c'est pour réduire les symptômes de l'endométriose, savoir notamment les spasmes, tout ce qui est douleur, quoi. C'est ça. Ok. On continue. Ensuite, on conseille une infusion qui est à base de, donc une tisane de plantes, qui est à base de camomille matricaire et d'armoise vulgaire. À l'herboristerie, on pourra vous en conseiller d'autres, mais pour moi, c'est le cœur. Ces 2 plantes-là sont vraiment au cœur du sujet. Donc, comment on le prend ? Donc, on vous prépare le mélange et on prend une cuillère à soupe du mélange pour une tasse à thé qu'on fait infuser pendant 10 minutes. Et on boit une tasse 3 fois par jour. On peut aussi préparer le litre dans la journée pour soulager, on va dire, pour améliorer l'organisation pour toutes ces femmes qui ont un rythme de vie quand même difficile. Donc une tasse 3 fois par jour ou 1 litre dans la journée sans problème. À boire chaud ou froid. Et ça, c'est aussi pour calmer les douleurs d'endométriose ? Exactement. Donc la camomille matricaire va adoucir, vraiment apaiser les spasmes, très intéressant. L'association avec l'armoise vulgaire, c'est vraiment incroyable et je le conseille même je le conseille même pour les jeunes filles qui ont des douleurs de règles classiques. Ouais, ça marche très bien. Finalement, les deux ensemble, l'achille millefeuille et cette infusion-là, vont se potentialiser les effets. C'est ça, exactement. Cette pathologie-là est parfois accompagnée d'hémorragie, de saignement durant les périodes de règles. Alors, le Père Blaise a une solution. C'est une teinture mère de 3 plantes. Donc, une teinture mère, c'est une macération de plantes dans de l'alcool.
Donc ça se présente en gouttes. On conseille de prendre 30 gouttes 2 fois par jour avec un mélange de plantes qui sont hémostatiques, donc qui vont diminuer les saignements, de prêle, bourse à pasteur et chardon-marie. Ces 3 plantes ensemble vraiment soulagent les symptômes d'hémorragie et permettent aux femmes d'avoir une vie quand même améliorée, quoi. Voilà. La vitamine B12 aussi est très intéressante. Nous, chez le Père Blaise, on prime la naturalité. Donc on conseille vraiment une vitamine B12 naturelle qui sera très bien assimilée, reconnue par l'organisme, à un comprimé à croquer tous les matins, qui va agir aussi sur l'équilibre émotionnel en même temps, qui est quand même important. Voilà. Et pour finir, si vous voulez aller plus loin, vous avez des gouttes de macérat mer de vigne rouge. C'est le même principe que la teinture mer, mais c'est moins concentré en alcool. Et ce macérat mer concentré quand même en bourgeons de plantes va permettre de calmer l'inflammation aussi. C'est la vigne rouge. Et d'améliorer la circulation sanguine. Exactement, on va aider en effet à améliorer la circulation sanguine, des jambes lourdes, symptômes de jambes lourdes, tout ça. Ouais. Et dans tout ce que vous venez de proposer, est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas? Parce que dans tous les cas, il faut voir avec le gynéco, mais... Voilà, oui, il y a quand même des contre-indications. On va pas toucher aux hormones comme ça. Il faut voir si la personne prend déjà un traitement hormonal, voir si elle prend des anticoagulants. C'est pour ça que je souligne vraiment que l'avis du pharmacien et du gynécologue est très important. Merci. Je souhaitais vous parler de l'hygiène de vie, parce que c'est quelque chose de primordial. Donc je conseille à toutes les femmes et tous les êtres humains sur Terre de faire du sport, de diminuer les aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire le sucre, sucre rapide, les farines blanches, les aliments transformés, les oméga qui sont par exemple transformés aussi, c'est-à-dire l'huile... tout ce qui est l'huile de tournesol, etc. Exactement. Et qui vont créer un terrain pro-inflammatoire, voilà. Alors qu'il y a déjà une inflammation à cause de cette pathologie. Exactement. Et même le laitage aussi, il faut y penser. Et privilégier les fibres aussi, très important. Tout ce qui est fruits, légumes, voilà. Merci beaucoup Gladys. Merci à vous Rebecca. Rebecca. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Radio JM pour compléter donc l'interview avec le docteur Melon-Galis. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.